Bonjour à tous, allez, bonne nouvelle pour les parents, c'est bientôt la rentrée. Et oui, déjà, par contre c'est une moins bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas l'école. Donc je vais moi aussi reprendre un peu la production de fruits, de légumes là ici au jardin et de vidéos. Allez, c'est reparti. Oui, parce que c'est assez rare, c'est une des premières fois que je fais ça, mais moi aussi j'ai pris un peu de vacances cette année. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai donc des activités du moment au jardin forêt et au potager, et aussi des projets vidéo, des prochaines vidéos là qui vont arriver. Avant ça, évidemment, je vais vous parler canicule, sécheresse. C'est un peu le sujet du moment, c'est voire le gros sujet de l'année et bon, c'est un gros truc en ce moment. Donc je vous partagerai mes astuces, mes petits conseils pour réussir à faire avec ça. Et pour commencer, on va faire un petit tour du jardin ici, au Jardin des Merveilles, voir dans quel état le jardin est après cet été infernal. Puis on verra en passant les quelques observations intéressantes qu'on peut faire quand on est dans ce contexte-là. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors avant de partir pour la petite visite du jardin, je vais vous faire un petit point pluvio et température, histoire de savoir un peu où on en est. Parce qu'on parle de canicule, on parle de sécheresse assez incroyable. Petit point pluviométrie, moi je relève la pluie, là j'ai un calendrier sur lequel je note à chaque fois la pluie que j'ai. En janvier, on a eu début janvier, allez, 50 mm. En février, je pars du début de l'année, même au début de l'année déjà c'était pas ouf. Février, on a eu une grosse pluie au début du mois de 35 mm et puis après on a eu une vingtaine de millimètres à la fin du mois. Jusque là ça allait à peu près encore, plus ou moins. En mars on a eu 13 mm au début, 26 mm au milieu, 20 mm derrière, au milieu du mois, mars. Fin mars, rien du tout. Avril, rien du tout jusqu'à fin avril. Fin avril, on a eu une énorme pluie. On a eu 50 mm alors que là, juste 3 jours avant, on avait eu 2 fois 10 mm. Donc, avril, c'est génial. Ça repartait bien. On a eu un petit coup de pluie qui faisait croire qu'on allait partir sur quelque chose de pas mal. Et puis voilà, après, à partir de mai, voilà, 3 mm début mai. 1 mm fin mai. Début juin, on a eu 3 pluies qui se sont enchaînées de 2 mm, 1 mm, 3 mm. Voilà, fin juin, on a eu 13 mm et fin juin, on a eu 30 mm et encore quelques jours après, 11 mm. Et c'est les dernières pluies qu'on a eues. Juillet, vraiment rien du tout. Et août, on vient d'avoir 4 mm il y a quelques jours là. Et ça qui est au fond là, c'est 0,5 mm qu'on a eu hier. Voilà, mais du coup là on n'a vraiment rien eu depuis un mois, ça va faire 2 mois qu'on n'a rien eu. Et puis même avril, mai, juin c'était des petits mois. Donc au niveau pluie c'était pas ouf. Et niveau température, là j'ai le thermomètre qui est à l'ombre derrière. Là on est à 38 aujourd'hui, là ça remonte un petit peu. Et les maximales qu'on a eu, je ne sais pas si vous le voyez, là les maximales c'est 43 en extérieur. C'est très chaud, j'ai jamais eu ça. C'est très chaud et à l'intérieur de mon bâtiment, lui qui n'est pas isolé, qui est au pied de la serre, c'est monté à 47, donc voilà, très difficile de travailler avec ces températures-là. Et donc on va aller faire un tour de jardin pour voir à quoi ça ressemble avec tout ça. Bon alors on va voir ça des plantes les plus basses aux plantes les plus hautes. On va partir du coup de tout ce qui est herbacé au niveau des herbes. C'est sec, c'est tout mort, c'est désertique si ça continue comme ça. Il y a beaucoup d'endroits là où la terre est à nu carrément. Alors là on est un peu à l'ombre, je ne sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup d'endroits où la terre est complètement à nu. Il n'y a plus rien qui pousse. Alors c'est souvent comme ça, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est souvent comme ça. Sauf que en général c'est comme ça septembre, octobre, allez fin août, septembre, octobre. Là c'est comme ça déjà depuis quoi? Ça va faire un mois là, plus d'un mois que c'est complètement sec. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Il y a quelque chose du coup qui peut être intéressant quand on voit ça, c'est d'en profiter pour regarder les zones qui restent humides malgré ce temps-là. Les zones qui restent humides, là par exemple moi je le vois ici. Donc je ne sais pas là comment vous voyez, c'est un peu plus vert ici parce que c'est à l'ombre derrière les arbres. Donc on voit bien que c'est pas énorme comme arbre ce qu'il y a, mais le peu qu'il y a, l'ombre que ça fait, voilà, l'herbe est un peu plus verte. Ce qui prouve bien que mettre des arbres dans un jardin, ça peut permettre de garder des zones humides. Si on voulait faire des zones potagères, il faudrait viser ces zones-là qui restent un peu plus vertes, et c'est dans ces endroits-là qu'on pourrait cultiver. Donc quand on voit des zones qui sont un peu plus vertes, ça veut dire
que la zone est un peu plus fraîche, un peu plus humide, que la terre est un peu plus profonde, qu'il y a un apport d'eau, je ne sais pas, ça peut être de différentes sources. Ou alors, et là il faut faire attention, par exemple moi ici, je suis sur une zone qui est assez sèche globalement, et là j'ai un point où l'herbe est très verte ici. Elle est très verte parce que j'ai un tuyau qui passe là en dessous et qui s'est pris un coup de fourche à un moment ou je sais pas de quoi, mais voilà, qui est percé. Donc quand on voit que c'est tout sec partout et qu'il y a un endroit où c'est bien vert, ben, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Soit c'est l'eau naturelle et c'est bien décultivé, soit ça veut dire qu'il y a un tuyau qui a une fuite et il faut y faire attention parce que voilà, en ce moment, ben, l'eau est rare, donc faut la protéger. Alors au niveau des plantes herbacées, il y a quelques trucs qui ont tenu. Tiens, là-bas on voit qu'il y a des kénopodes, quelques petites sauvages, des rampantes, quelques petites ronces qui ont tenu. Dans ce qui a tenu le plus, il y a de l'onagre qui a tenu un peu aussi. Et une autre plante qui a bien tenu, c'est celle-là. C'est celle qu'on appelle le concombre d'âne. C'est une petite plante avec le fruit, ça ressemble plutôt à un petit cornichon. Alors j'en ai quelques-unes là. On voit les fruits. J'en avais parlé déjà de cette plante dans une vidéo sur les graines, parce que j'adore la façon dont elle propage ses graines. Quand le fruit est mûr, quand le petit concombre là est mûr, il est sous pression et le moindre mouvement ça le fait péter et il crache ses graines très loin. C'est d'ailleurs assez difficile à récupérer les graines, mais je vais quand même essayer. C'est un petit concombre qui n'est pas comestible du tout, on ne le mange pas en tout cas celui-là. Et les graines sont à l'intérieur, le fruit est sous pression et quand il est mûr, il suffit à peine de toucher le fruit pour que il se décroche et puis il crache vraiment ses graines. C'est d'une puissance, les graines vont partir à 5-10 mètres de distance. Lui il les crache tellement fort ces graines que c'est totalement impossible de les rattraper si on met rien. Et alors je sais pas si vous l'avez vu, là je viens d'entendre les graines. On vient d'entendre les graines qui tombent sur la toiture là. En fait ça m'arrive souvent moi, quand je suis à l'intérieur, quand il y a un coup de vent ou quoi, d'entendre des graines qui tombent sur la toiture. Et du coup voilà, quand le fruit a craché ses graines, bah là à l'intérieur il y a plus rien, de la pulpe, mais plus de graines. Alors des fois ça arrive qu'il y en ait qui éclatent comme ça. Bon du coup là on peut récupérer les graines. On voit qu'il y a des graines. Voici vous voyez sur les feuilles là il y a des graines qui traînent un peu partout. Ça vient des quelques-uns qui ont éclaté. Et les graines sont retombées juste là. Bah, 2 graines. Bon du coup je peux les ramasser là. Ah, merde. C'est une plante qui est dioïque, ça veut dire il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc là où il y a les fruits, c'est les pieds femelles forcément. Et là on en a un gros là ici, du coup c'est un pied mâle, il y a beaucoup de fleurs mais du coup pas de fruits. Donc celui qui fait le pollen pour les pieds femelles. C'est hyper intéressant de voir ce genre de plante, de voir à quel point c'est efficace comme couvre-sol. Bon là elle souffre un petit peu, elle n'est pas forcément au mieux de sa forme, elle fait que des petites feuilles. Mais le sol est complètement couvert. Je pense que si je vais écarter et que je vais regarder un peu dessous, ça va rester un peu plus frais, un peu plus humide. Là en pleine chaleur, les fleurs sont un peu refermées, il n'y a pas beaucoup de bestioles dessus. Mais le matin c'est couvert d'abeilles, de bourdons, donc c'est hyper intéressant. Ça c'est vraiment un des trucs qu'on peut faire aussi en cette période où tout est sec et tout crève partout, de repérer justement quelles sont les plantes qui tiennent et qui continuent à jouer le rôle de couvre-sol et qui continuent à protéger un petit peu. Parce que dans les endroits où toutes les herbes sont mortes, où la terre commence à être à nu, non seulement déjà on vit une année un peu difficile au niveau climat et c'est compliqué de garder un sol vivant, mais si en plus on en arrive à un stade où la terre est à nu, la vie du sol prend vraiment une claque. C'est pas super intéressant. Par contre, voilà, quand on voit que sur certaines zones, il y a des plantes qui tiennent bien. Alors dans les autres plantes qui tiennent, tout ce qui est plantes méditerranéennes, les thym, les sauges, sarriette, romarin, voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent tenir un petit peu. Une autre qui tient bien, et dans les herbacées, c'est une que j'aime beaucoup, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, c'est la consoude.
Alors là on est sur une zone qui a été un tout petit peu irriguée quand même parce que il faut bien un petit peu. Celles qui sont sur des zones moins irriguées, je crois que j'en ai une, voilà, juste là. Alors là voilà, celle-là n'est pas arrosée du tout, donc on voit bien qu'elle souffre totalement. Elle avait été fauchée déjà une fois en cours d'année. Et ça c'est un truc qu'on peut faire, le rôle de couvre-sol, elle le tient quand même. J'espère que la musique derrière ne gêne pas. Le rôle de couvre-sol, elle le tient quand même, hein. Les plantes, les feuilles même séchées, même molles comme ça joue quand même le rôle de couvre-sol. Si on veut les rebooster pour qu'elles perdent pas trop et qu'elles souffrent pas trop, à ce stade-là, on peut totalement les faucher, laisser les feuilles au sol pour que ça joue le rôle de couvre-sol au pied des arbres, là c'est au pied d'un magnolia. Et puis si on a un peu d'eau, il balance un petit peu d'eau. On peut y vider un arrosoir, faucher les feuilles, y vider un arrosoir et ça va lui refaire un boost. Les feuilles vont servir de paillage et elle va refaire un nouveau feuillage. Bon voilà, après si c'est vraiment trop sec, même les consoudes, j'en ai certaines, celles qui ont été plantées il y a moins de temps, tiennent moins. Voilà, on voit encore pas mal de consoudes ici, là, qui souffrent un petit peu mais qui tiennent encore. J'avais mis des topinambours, mais alors là, pour le coup les topinambours, il y en a quelques-uns qui ont quand même pas mal souffert. On en voit quelques-uns ici. C'est une plante qui est vivace, et du coup c'est pas une sauvage, c'est vraiment moi qui les ai plantées, mais à partir du moment où elles sont en terre, elles repoussent tous les ans. Pour certains c'est même limite envahissant, mais voilà, au moins c'est des plantes qui tiennent, voilà, jusqu'à un certain point, il y en a quand même qui souffrent un petit peu. Une autre plante là qui a étonnamment bien tenu, c'est la rhubarbe. Alors moi je les laisse fleurir. Alors pour tous ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser fleurir la rhubarbe parce que ça l'épuise ou parce que je sais pas trop quoi, moi je les laisse fleurir. Et donc là en début de saison, en début d'année, donc elles ont fleuri, là c'est encore couvert de graines, j'ai même pas récolté les graines parce que j'en ai des stocks énormes, j'ai pas besoin de plus. Le feuillage de début d'année est tout sec autour, donc ça a joué quand même le rôle de couvre-sol. Au niveau de l'enherbement, là on voit autour, c'est quand même assez intéressant, il n'y a pas grand chose qui pousse autour. Et donc maintenant qu'on est en fin d'été, là elle est en train de remettre une tournée de feuilles. Voilà, donc plante assez rustique finalement et assez intéressante pour faire des couvre-sols au pied des arbres. Il n'y a pas d'arbres là ici, mais je pense que je vais pas tarder à y planter des arbres à côté parce que c'est vraiment un couvre-sol hyper intéressant, hyper productif en début de saison. On peut manger les côtes, les tiges des feuilles, très prolifique, ça produit à fond de graines, donc pour les ressemer c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, une plante hyper intéressante. Là on est sur une zone où j'avais fait quelques légumes. Par contre, voilà, tout ce qui est légumes, plantes annuelles, donc plantes herbacées mais annuelles, et donc vu que c'est annuel, ça n'a pas un enracinement très profond, ça a énormément souffert. J'ai toujours quelques tomates, hein, j'en ai encore un petit peu, mais voilà, les plantes ont souffert, les fruits ne sont pas intéressants, il y a même des plantes que j'ai totalement abandonnées parce que la fructification, les tomates cramaient tellement il faisait chaud. Donc les fruits, même le peu de fruits que ça donnait, ils n'étaient pas bons. Les maïs, même arrosés, voilà, bon, j'ai même carrément abandonné la zone à maïs. Donc voilà, c'est pas forcément évident pour les légumes avec un temps comme ça. Encore une fois, ce qui peut être intéressant, c'est quel que soit le légume que l'on fasse, si ça souffre à cause de la chaleur, mais que parmi les plantes qu'on cultive, il y en a quelques-unes qui tiennent, c'est vraiment celle-là qu'il faut garder. Donc, récupérer, sélectionner les graines des légumes adaptés à la sécheresse, et c'est intéressant de les garder. C'est bien d'avoir des plantes qui soient adaptées à toutes les conditions, et là cette année, c'est un peu malheureux ce qui nous arrive au niveau climat. Par contre, c'est super intéressant de se dire, grâce à un climat comme ça va nous permettre de sélectionner des légumes très résistants, des plantes très résistantes à la sécheresse. Voilà, petit clin d'œil donc à Pascal Pot, lui c'est vraiment sa ligne directive, hein, c'est cultiver des légumes qui sont très adaptés à pousser sans arrosage, et tous les ans, année après année, en reproduisant les graines qu'on a récupérées sur des légumes cultivés sans arrosage, on va réussir à adapter petit à petit toutes nos plantes. Voilà une courge là qui est partie à côté du tas de compost. Elle profite de l'humidité, du fait que c'est bâché au niveau du compost et que ça garde un peu d'humidité. Je pense que le taux de matière organique qu'il y a par là fait que ça reste un peu plus humide quand même. Et du coup voilà, elle s'est plutôt bien développée. Elle est pas mal. Par contre, voilà, au niveau des fruits, il y en a quelques-uns. Ils sont pas énormes. Voilà, on va avoir un peu à manger. Mais voilà, vu la taille du pied, bon, il y en a quelques-uns par-ci par-là, mais bon voilà, c'est pas foufou quoi. En ce qui concerne les plantes ligneuses,
les petits fruits, cassis, groseilles, tout ça, ça a beaucoup souffert. Alors il y a quelques vieilles plantes, enfin vieilles, celles qui ont été plantées il y a plus de 5-6 ans, ça a très bien tenu. J'ai ma ligne de petits fruits là qui est là le long de la serre. Voilà, ça tient, ça a fait une assez bonne production parce que c'était en début d'année. Donc ça aussi c'est un truc, si vous vivez sur des zones qui sèchent très vite, avec des sols plutôt drainants, avec peu de pluie, ben, sélectionnez les cultures qui produisent en début de saison ou en arrière-saison, et on évite de trop cultiver des plantes qui poussent pendant la saison sèche. Donc là les petits fruits c'est pas mal. Par contre il faut quand même qu'ils survivent pendant cette période. Donc là tout ce qui a été planté depuis un moment ça a tenu. Voilà. Par contre les petits fruits qui ont été plantés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ou cette année, ça a énormément souffert. Ceux qui vont bien aujourd'hui, ben, c'est ceux que j'ai arrosés pour les sauver, sinon ben, tout le reste c'est mort, quoi. Voilà, on en voit quelques-unes encore là, mais là tout a souffert. J'ai pas mal de variétés, j'ai envie d'en sauver quelques-unes quand même, donc il y a pas mal de plantes que j'ai arrosées hein, pour réussir à les sauver. Mais voilà, le jardin est assez grand et la quantité d'eau que j'ai est pas énorme. Donc là on en voit, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu sombre. Voilà, une ligne là pareil qui a énormément souffert. Alors c'est pas parce que le feuillage a séché et que ça a l'air mort que la plante est morte, hein. Le bas de la tige est encore vivant, donc il y a des chances que ça reparte l'année prochaine. Pas mal de ronces, pareil, de ronces que je cultive, des ronces sans épines, des croisements mûres framboises, qui tiennent, qui sont pas mortes. J'en ai une par là, donc ça tient, hein, les feuilles sont encore un peu vertes. On verra l'année prochaine, parce que là, pour l'instant ça tient, mais on est encore au mois d'août. Là derrière on voit qu'elle est quand même un peu plus jolie, il y a encore un peu de feuillage qui est bien vert. Donc voilà, on va espérer que quand même fin août, début septembre, on ait un peu de pluie qui arrive. Et pour l'instant la météo n'en prévoit pas du tout, c'est pas très rassurant. Pour les vignes, il y a pas mal de vignes qui ont tenu. Les vignes qui sont plantées depuis un moment tiennent bien, elles sont bien vertes. Là sur toute cette zone, ça n'a pas du tout été arrosé. Donc la plante tient, la plante survit. Et par contre, la production de raisins cette année va être assez médiocre. Peut-être mes plantes ne sont pas assez vieilles, il va falloir que je sélectionne les variétés. J'ai des variétés qui tiennent bien. Là, je ne sais plus quelle c'est, celle-là, Isabelle, je crois. Donc ça tient bien. Par contre, les classiques, Muscat, Chasselas, voilà, là on en a quelques-unes. Il n'y a plus de grains du tout. Tout a séché sur pied. Alors que c'était joli, hein, c'était bien parti au début, mais voilà, ça a séché sur pied. J'ai quelques ronces qui ont fait ça aussi. Il y a des ronces qui ont été plantées assez récemment, où les fruits avant même de mûrir, je ne sais pas si vous voyez là, les fruits avant même de mûrir, ils ont totalement séché. Alors une qui est là à côté de la vigne, c'est l'Akebia. Et alors l'Akebia vraiment très très rustique à la sécheresse, hein, celui-là, comme les vignes à ce côté-là n'ont pas du tout été arrosées. Et voilà, et encore en pleine forme. Pas de production de fruits parce que là il y a vraiment besoin d'avoir plusieurs pieds, plusieurs individus pour que ça produise du fruit. Donc ils ne produisent pas de fruits. Par contre voilà, la plante est très vigoureuse, encore bien verte, bien tenue. Bon, pour tout ce qui est arbres, arbustes, c'est exactement la même chose, hein. Il y en a pas mal qui ont tenu. Ceux qui ont été plantés il y a plus de 3, 4, 5 ans, un poirier, là, un nachi, ça a tenu. Par contre, tous les jeunes arbres qui viennent d'être plantés, ou en tout cas qui ont été plantés il y a moins de 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, un jeune là qui a été planté très récemment, donc ça a survécu grâce à l'arrosage, hein. Je les ai arrosés. Certains que j'ai pas arrosés du tout sont morts, puisque voilà, j'ai planté beaucoup d'arbres, j'ai pas pu tout surveiller. Je suis parti pendant 2 semaines et j'ai pas pu tout surveiller. Et les 2 semaines pendant lesquelles je suis parti, c'était vraiment les 2 semaines les plus chaudes et caniculaires. Donc voilà, pas mal d'arbres qui sont morts. Certains n'étaient pas totalement morts et j'en ai arraché 2 ou 3 pour les mettre dans du terreau humide, dans la serre, pour essayer de les sauvegarder. Mais voilà, ça a été un peu rude pour les arbres. Encore une fois, même pour les arbres, en fait, toutes les plantes, là c'est vraiment l'année où c'est hyper important et hyper intéressant de le faire. Toutes les plantes qui survivent, les arbres qui tiennent le mieux. Il y a des arbres qui sont plus adaptés à la sécheresse que même les vieux chênes qui poussent ici. Donc c'est bien de relever les arbres qui tiennent mieux, les variétés au sein de chaque arbre, les variétés qui tiennent le mieux.
et de s'attacher à vraiment multiplier ces plantes-là, par les graines pourquoi pas, par les boutures, par la greffe. Mais voilà, c'est une année très difficile mais hyper intéressante justement pour le fait qu'elle nous permet de sélectionner des plantes qui vont être adaptées à cette sécheresse. Et donc voilà, même dans ce malheur, dans cette année un peu difficile, on va pouvoir trouver des choses intéressantes à faire pour s'adapter à ça. C'est les principes en permaculture, hein, faire avec et pas contre. Et là, on va essayer de faire avec ces sécheresses et s'adapter à ça. Et puis, un principe que je trouve vraiment intéressant, c'est le problème et la solution. Là, le problème de sécheresse qu'on a, ça va devenir la solution pour sélectionner des plantes qui sont vraiment adaptées et pour tout simplement pas crever de faim. Bon, et donc je vais profiter de ce période de sécheresse pour donner quelques petits conseils, astuces, en tout cas de la façon dont je travaille moi ici. Conseil de base déjà, quand on arrose plutôt le soir. On arrose le soir parce que déjà on va essayer d'éviter d'arroser en plein soleil, on n'arrose pas en plein jour pour pas mouiller les feuillages des plantes fragiles. La plupart du temps, non, souvent, quand les tomates prennent le mildiou, ça vient du fait que les feuilles de tomates sont mouillées, les petites gouttes qui restent sur les feuilles, avec le soleil ça fait un petit peu loupe, ça fait des micro-blessures, hein, c'est pas grand chose, mais c'est par ces blessures-là que le mildiou peut arriver. C'est une des façons que le mildiou peut avoir de rentrer dans la plante. Donc voilà, abîmer le feuillage en arrosant en plein soleil, on va essayer de l'éviter. Donc on arrose plutôt le soir, on pourrait aussi arroser le matin, mais le fait d'arroser le soir fait que la plante peut profiter toute la nuit, et moi je dirais même plus globalement, toute la vie du sol va profiter de cette humidité pendant toute la nuit. Alors que si on arrose le matin, ça sèche très vite la journée, puis toute la nuit c'est sec, donc autant arroser le soir, comme ça profite un peu plus. Un autre conseil, encore très basique, la plupart d'entre vous j'imagine les connaissent, c'est de sélectionner les plantes que vous cultivez, de cultiver des plantes plutôt adaptées au sec si vous êtes sur des régions sèches, de sélectionner, comme je disais sur la visite, des plantes qui vont produire en début ou en fin de saison, à un moment où il y a encore de l'eau. Et autre chose, c'est d'être un peu conscient de savoir la quantité d'eau que vous avez, la réserve d'eau que vous avez, et d'adapter les plantes que vous cultivez à l'eau que vous allez avoir. Si on cultive beaucoup, pour les gens, alors ça c'est surtout pour les gens qui ont du stockage d'eau. Si vous cultivez plus que ce que vous pouvez vous allez utiliser toutes vos réserves d'eau pour lancer vos cultures, et quand vous n'avez plus d'eau, vous allez perdre une grosse quantité de production et c'est dommage. Donc vraiment adapter les quantités de production à la quantité d'eau que vous avez. Et au niveau du design du jardin, rassembler les plantes qui ont besoin d'eau. S'il y a des légumes qui ont besoin d'être arrosés, n'en mettez pas un petit peu partout. Moi c'est un des trucs que je conseille, c'est les légumes vivaces ou beaucoup de légumes en jardin forêt, d'en répartir un petit peu partout. Par contre, celles sur lesquelles vous allez avoir envie de booster les productions et donc vous allez irriguer, celles-là on va quand même essayer de les rassembler un petit peu. Moi je me suis aperçu de ça cette année, j'ai des amis qui produisent plus que moi en ayant tous leurs légumes rassemblés sur une zone plus concentrique, un carré, un rond, alors que moi j'ai des lignes de goutte à goutte qui serpentent un petit peu partout dans le jardin. C'est au milieu de zones tellement sèches qu'il y a beaucoup de pertes d'eau par capillarité dans le sol, ça va se répartir et puis ça s'évapore, et du coup il y a des pertes d'eau parce que mes zones irriguées sont dispersées. Donc si vous êtes sur des zones sèches et que vous craignez une année sèche, rassemblez des légumes sur une zone bien concentrée, et toutes les plantes qui ont besoin d'eau, c'est là qu'il faut les mettre. Voilà, ça c'est quelques petits conseils assez basiques. Je prévois de faire une série de vidéos sur la gestion de l'eau, j'en ai déjà parlé mais je ne l'ai pas encore faite cette série. Il y aura de la gestion de l'eau sur le long terme, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça garde l'eau. Il y a un petit courant d'air là qui fait trop de bien. Et ouais, donc début d'hiver, je ferai aussi une vidéo sur la récupération, le stockage et comment moi je m'organise pour stocker l'eau. Donc voilà, il y aura beaucoup d'autres choses qui viendront là très bientôt. Et encore 2-3 petits conseils tant que j'y suis. Là c'est sec en ce moment, pour les gens qui ont des cuves de stockage d'eau, vu qu'il n'y a pas de pluie, les cuves sont vides. Moi les cuves, le problème que j'ai, c'est qu'il y a souvent des algues qui se développent dedans, ça bouche les arrosoirs. Donc là tant que c'est vide, c'est la bonne occasion de démonter le système, nettoyer toutes les cuves avant de les remonter. Pourquoi pas de revoir tout le système, c'est bien de le revoir tant que les cuves sont vides. Donc voilà, s'il y a des choses à réorganiser, des nouvelles cuves à installer, c'est le moment de mettre ça en place avant que les pluies d'automne arrivent bientôt. Et donc ce qui peut être intéressant, moi ce que je fais c'est l'eau, alors en ce moment l'eau c'est vraiment très précieux, la moindre eau que j'utilise, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit rentabilisée au maximum. Donc si je dois laver des cuves et utiliser l'eau que j'ai en réserve ou l'eau du réseau
pour laver les cuves, je vais laver mes cuves à un endroit que j'ai besoin d'irriguer ou à un endroit que j'ai besoin d'humidifier. Je vais dans ma basse-cour où j'ai envie que ça reste un petit peu humide pour mes volailles, et bien je vais laver mes cuves à cet endroit-là. Et donc ça c'est valable, là je parle des cuves, mais ça valable pour tout et n'importe quoi. La moindre goutte d'eau que vous pouvez récupérer, réutiliser, ça peut être intéressant. L'idée qui me vient, mais il ne faut pas le faire en ce moment, mais pour ceux qui veulent absolument laver leur voiture, eh ben essayez soit de garer la voiture à un endroit où vous avez des cultures, elle n'est pas forcément dans le potager en voiture, ou alors l'endroit où vous garez votre voiture habituellement, ben faites en sorte d'avoir des cultures autour, comme ça, même quand vous lavez votre voiture, l'eau de lavage de la voiture va servir à garder une zone un peu humide. Bon, là c'est vraiment un exemple comme ça. Je ne conseille pas de laver une voiture, on s'en fout que la voiture soit crade. Enfin, moi perso, c'est pas si important que ça pour moi. Mais voilà, le moindre truc que vous avez à laver, faites-le à un endroit où vous pouvez récupérer l'eau. Ça c'est assez connu aussi, quand on lave les légumes ou quoi, on fait dans une bassine et l'eau on va l'utiliser pour aller arroser quelques plantes dans le jardin. Moi, toute mon eau, ça passe par une phytoépuration et la phytoépuration ensuite envoie vers des cultures. Donc voilà, essayez d'être conscient du circuit de l'eau et de à quel moment on va pouvoir réutiliser la moindre eau qu'on utilise. Moi quand je prends une douche, ça passe par une phytoépuration qui va à chaque fois remplir un petit bassin au niveau de la basse-cour et garder une petite zone humide pour mes volailles. Donc voilà, on essaye de faire attention. Autre chose qui est très liée à ça, ça arrive qu'il y ait des fuites. Moi j'ai des cuves avec des tuyaux, toutes les cuves sont raccordées par des tuyaux et ça arrive qu'à certains endroits il y ait des fuites. Donc on essaye de réparer les fuites si possible pour ne pas perdre l'eau. Par contre, on peut aussi le voir autrement, et sur les endroits, moi j'ai des cuves qui fuient ou des tuyaux qui ont des micro-fuites. À ces endroits-là, comme on l'a vu sur la visite, il y a des zones qui restent un peu plus vertes. Et bien c'est les endroits où on va mettre les plantes qui auront un peu plus besoin. En début de saison, on s'aperçoit qu'il y a un endroit, il y a un tuyau qui fuit. Et bien c'est là qu'on va planter un pied de tomate parce qu'on sait que cette zone elle va rester humide toute la saison. Voilà, donc ça peut être intéressant de le réfléchir comme ça aussi. Bien que je ne conseille pas de garder des fuites. Une fuite, on essaie de la réparer parce que ça représente, je ne sais plus, j'ai entendu ça aux infos il n'y a pas longtemps, à peu près 20% de l'eau qui est utilisée, elle part pour des fuites. 20% de l'eau qui est utilisée sur le réseau en France, ça part sur des fuites. Donc on peut récupérer 1/5 de notre eau si on répare nos fuites. Donc faire attention à ça quand même. Là, par exemple, j'ai une de mes cuves qui fuit. Là ici, là, il y a une micro fuite d'eau, hein, c'est pas énorme. Ça fait un petit goutte à goutte en bas. Et du coup, j'ai fait une petite zone. Alors, je viens de la faire, je me suis aperçu de la fuite il n'y a pas longtemps. Mais c'est une zone qui reste, du coup, là, il y a plein de choses qui poussent. Hein, je n'ai pas encore replanté, je vais y mettre un pied de menthe ou un pied de quelque chose qui aime bien l'eau. Et comme ça, là, ça va pouvoir pousser. Et ça va être irrigué automatiquement grâce à une fuite qui n'est pas si énorme que ça. Au niveau de la perte d'eau, je pense que c'est pas si important que ça. Et au moins, ça va pouvoir me permettre de produire de la menthe ici. Alors un dernier petit truc par rapport à l'arrosage et par rapport aux semences, je disais c'est intéressant de sélectionner, de choisir les semences de variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse, voire des plantes qui produisent plus en début de saison. Et un petit mot sur Pascal Pot, si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait, hein, Pascal Pot, P2OT. Donc c'est un gars qui a sélectionné des graines sur des légumes qu'il cultive lui vraiment sans arrosage. Bon, c'est hyper intéressant ce qu'il a fait. Pour moi c'est très intéressant pour le côté pédagogique de voir qu'on peut cultiver sans arrosage et qu'on peut récupérer des graines sur des tomates, des aubergines, des poivrons qu'on fait quasiment sans arrosage, voire sans arrosage du tout comme il le fait lui. Ça ne produit pas beaucoup au début, mais en récupérant les graines sur ces plantes-là, on arrive à avoir des plantes qui sont de plus en plus adaptées. Aujourd'hui, Pascal vend des semences, donc on peut acheter des semences de chez Pascal Pot. Vous pouvez faire ça chez vous aussi, sélectionner. Par contre, là où ce que je conseille vraiment, j'ai vu beaucoup de gens acheter des graines chez lui en se disant c'est génial, ça résiste à la sécheresse, on va les cultiver parce que ça poussera mieux parce que chez nous maintenant c'est sec, mais par contre on les arrose. Lui il a sélectionné ses graines sur des plantes qu'il cultive sans arrosage et je trouve ça très illogique de les recultiver avec arrosage derrière. C'est des graines qui ont été sélectionnées pour pousser sans arrosage. Donc ne les arrosez pas et ça peut marcher. Ou alors faites la même chose chez vous, récupérez vos graines année après année, ou commencez avec les siennes et année après année continuez à sélectionner sur le manque d'eau, sélectionner sur la résistance à la sécheresse et ça va pouvoir donner des choses intéressantes. Et donc le petit lien que je veux faire avec ça, n'arrosez pas trop vos légumes non plus. Si on arrose un légume, si on arrose une tomate, si on arrose une courge, on va avoir des légumes qui sont très très gros, mais qui sont moins nutritifs, qui sont moins intéressants, qui sont surtout très lourds. Ça c'est intéressant pour les maraîchers. Si vous êtes maraîcher et que vous voulez vendre du légume et que vous le vendez au poids,
vous avez tout intérêt à beaucoup les arroser. C'est ce qu'on fait dans la grosse distribution. Même limite, on les trempe dans l'eau avant de les vendre pour qu'ils soient plus lourds et qu'ils se vendent plus cher. Mais par contre, au niveau nutritif, c'est pas intéressant et vous allez avoir des choses beaucoup plus intéressantes si vous faites sans arrosage. Donc là, petit clin d'œil à mon ami Picro. Allez voir une des dernières vidéos qu'il a faites là sur son potager sans arrosage. Un légume qui a été cultivé sans arrosage. C'est moins gros, c'est moins beau peut-être, mais ça peut être intéressant au niveau nutritif. Bon, vous allez voir que sa vidéo est plutôt humoristique, mais allez la voir, c'est quand même intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, Picro, je vous en reparle dans pas longtemps, mais du coup là, je vais vous parler un petit peu de la rentrée, en tout cas de ma rentrée à moi et de ce qui va se passer bientôt. Alors, on va voir maintenant tout ce qui est rentrée, reprise d'activité ici. Donc pour tout ce qui est jardin, forêt, potager, il y a pas mal de choses à faire et si vous voulez quelque chose de vraiment détaillé, je vous envoie comme souvent vers des vidéos que j'ai faites, jardin, forêt mois par mois, vous pouvez aller voir celle du mois d'août, septembre, octobre, voilà, sur toute cette période, il y a beaucoup de choses à y faire, beaucoup de choses à voir là-dedans. Dans les choses, moi, que je fais là ici en ce moment, ça va être tout ce qui est bouturage, récupération de noyaux, tous les fruits que vous mangez, récupérer les noyaux, les pépins. Il va y avoir pas mal de choses qu'on va pouvoir semer maintenant ou mettre en semis cet automne, mais en tout cas c'est le moment de récupérer les noyaux parce que c'est là qu'on les mange. Semis de potagère, si on veut voir quelque chose de productif cet hiver, c'est le moment de commencer à semer des choses, là que je sais moi ici en pépinière, il n'y a pas beaucoup de semis directs à faire en ce moment dehors parce que la terre est très sèche, mais on peut commencer à faire des semis à l'intérieur en attendant les pluies d'automne qui vont arriver, donc c'est le moment de lancer tout ça déjà. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est aussi le moment de récupérer vos semences. Alors là-dessus aussi, il y a quelques vidéos, donc allez voir les vidéos que j'ai faites sur la production de semences. Mais surtout, profitez du climat, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, profitez du climat, du temps qu'on a eu cette année pour sélectionner vos plantes les plus rustiques et récupérer des semences sur ces plantes-là. Par rapport à ce qui change cette année par rapport à une année habituelle, là c'est très sec, donc il y a beaucoup de légumes qui ne produisent plus, voire qui sont complètement morts. Là je vais profiter aussi de ça pour virer tous les légumes qui sont morts, dégager les zones, peut-être les pailler, les protéger, les couvrir, mais en prévision des pluies qui vont arriver bientôt, des replantations qu'il y aura à faire. Si toutes les cultures sont dégagées, laissées en paillage, dès que les pluies reviennent, il y aura juste à écarter le paillage pour que la terre se rehumidifie rapidement. Et sur ces zones-là, on va pouvoir y planter des choses cet automne, y semer des engrais verts. Donc voilà, profitez du fait qu'il y a des zones où tout est mort pour dégager ces zones et les préparer en vue de se réactiver dès que possible. Autre chose que je fais là moi maintenant, c'est tous les arbres que j'ai en pépinière qui ont survécu à cet été un peu difficile, il y a des choses qui n'ont pas survécu, mais dans les quelques-unes qui ont survécu, je vais les rempoter, les passer, j'ai des petits arbres là qui sont dans des petits pots, je vais les passer dans des pots plus gros, les arroser et puis relancer un peu la croissance, avant que l'automne arrive, là les arbres vont pouvoir faire encore un petit coup de croissance, donc les relancer en vue de les planter cet automne. Un des projets, moi, ça va être d'ombrager beaucoup de zones. Je me suis aperçu cette année que certaines zones un peu plus à l'ombre ont tenu le coup un petit peu plus que d'autres. Donc voilà, l'idée ça va être d'ombrager, de planter beaucoup d'arbres. Les arbres, je vais les planter cet automne quand les pluies vont revenir. Mais là par contre, maintenant, fin août, je les rempote en vue de les rebooster, de les relancer un petit peu. Et comme ça, quand cet automne je vais les planter, les arbres auront repris quand même un petit coup de croissance. Donc il va y avoir pas mal de rempotage. Alors moi je dis arbre, ça peut être tout type de plante, tout ce que vous voulez pouvoir planter cet automne, c'est peut-être le moment de les rempoter. C'est pas obligatoire, il y a des plantes un peu rustiques qui poussent assez facilement, qui pourront être plantées même si elles sont pas très vigoureuses et qui pourront être plantées cet automne. Mais pour d'autres, moi j'aime bien rebooster un petit peu la croissance, comme ça cet automne quand ça sera planté, j'aurai des arbres et des arbustes et d'autres plantes un peu plus vigoureuses pour être mises en terre. Voilà, d'autres choses, par rapport à la pépinière, là moi je suis en train de remettre un peu en question mon activité agricole, je vais pas l'arrêter complètement. C'est un peu ce que je disais dans les dernières vidéos, ça y est, j'arrête la pépinière, je ferme, voilà. J'ai un peu réfléchi cet été, j'ai pas envie de ça, je pense pas être capable d'arrêter de produire des plantes, mais je vais revoir mon statut agricole, peut-être changer de statut et passer à un tout petit statut. C'est un statut qui s'appelle le relevé parcellaire, c'est en dessous de quotidien solidaire qui permet de continuer à vendre quelques plantes. Je vais pas faire les marchés, je vais arrêter un peu tout ce qui me prend beaucoup de temps parce que j'ai plein d'autres activités à côté et passer donc à un statut plus petit pour pouvoir continuer à vendre quelques plantes, mais voilà, réduire un petit peu ça pour pouvoir me consacrer à d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. Je ne détaille pas plus parce que là c'est vraiment des choses qui sont encore en pleine réflexion. Et au niveau des projets vidéo, la prochaine ou une des prochaines qui va certainement sortir, ça va être une vidéo que j'ai faite avec le capitaine Picro et son potager super productif. Voilà, un chouette étrange personnage, mais vraiment
une chouette personne et il est surtout très productif. Donc je vous en parle très bientôt et c'est lui qui va vous présenter son projet. Et évidemment, un autre projet qui va arriver là très bientôt, un projet vidéo, ça va être un retour sur tout le petit voyage, le grand voyage en fait que j'ai fait à la rencontre des jardins forêts, de quelques pépinières en France et en Belgique. Il y a des chouettes projets en Belgique aussi. Donc voilà, ça va être dans les prochaines vidéos un retour sur les interviews, sur les visites de lieux que j'ai faites. Il y aura plusieurs vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de lieux et puis il y a des personnes très passionnées qui parlent beaucoup. Salut Antoine et François. Pour la pépinière des alvéoles, il y aura une seule vidéo juste pour eux parce que ils sont passionnés par ce qu'ils font, le lieu est magnifique. Voilà, donc il y aura quelques vidéos qui vont sortir sur ce petit périple que j'ai fait en France et en Belgique. Voilà, et ben c'est parti pour cette rentrée. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets à travailler, donc allez, c'est reparti. À très bientôt, merci d'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous êtes motivés pour resuivre un peu ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer ici. Comme je dis dans toutes les fins de vidéos, si vous voulez me suivre, me soutenir, déjà vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, cliquer les petits pouces en l'air, tout ça, c'est bon pour le référencement des vidéos, puisque ça fait 2 mois bientôt, allez, un peu plus d'1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, donc forcément au niveau référencement, c'est un peu descendu. Donc si vous voulez m'aider à relancer, voilà, vous pouvez vous abonner, cliquer, liker, tout ça, c'est cool. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais surtout venir me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Donc si ce que je fais vous plaît, que vous voulez me permettre de continuer à le faire, voilà, vous pouvez me soutenir en suivant les liens vers Tipeee qu'il y a par là, dans la description, un petit peu partout. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu même pendant mon absence. Merci énormément à vous, c'est très sympa. Et puis je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos. Salut!